Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan de l'année 2018. Donc je vais vous présenter les livres que j'ai préférés en 2018. Tout d'abord, je souhaitais vous souhaiter une très bonne année 2019. Oui, j'ai publié déjà 2 vlogs début de l'année, mais c'était pré-filmé, mais vraiment pré-filmé, donc je vous ai pas encore souhaité bonne année, donc j'espère que tout se passera bien pour vous en 2019. Concernant le bilan de l'année 2018, j'ai lu 140 livres. C'est pas mal, je suis assez contente, mais c'est surtout que j'ai lu beaucoup de comics, enfin beaucoup, j'ai lu les Walking Dead en fait, les 3/4 des Walking Dead, du coup c'est vrai que ça va vite, hein, les 140 livres. J'ai lu pas mal cette année, je suis assez contente. Je me suis fait plaisir en lisant vraiment des genres que j'aimais bien, donc j'ai regardé dans l'année, j'ai remarqué que le début de l'année ça a commencé avec de la jeunesse, puis de la littérature asiatique, puis vraiment c'est par phase, puis j'ai eu une grande phase fantasy. Et puis il y a eu les Walking Dead justement. Je me suis tournée vers beaucoup de contemporains. Cet été j'ai lu un petit peu de thriller et la fin d'année a été vraiment consacrée au thriller. Et juste avant j'ai oublié la rentrée littéraire, voilà, tous des contemporains qui se rapprochent plutôt des livres assez sombres. Et la fin de l'année je me suis fait plaisir en lisant beaucoup de thrillers, j'en ai lu peut-être 15 d'affilée, tellement j'aime ça. Et à la toute fin de l'année, j'ai lu quelques romances. Oui, je pensais pas dire ça un jour, mais j'ai lu quelques romances quand même. Donc voilà, ça c'est le petit récapitulatif de l'année, j'ai du mal à dire ce mot. Comme j'ai beaucoup de livres dont je vais vous parler, je vais scinder cette vidéo en 2 parties, donc ce sera une seule vidéo, hein, vous la verrez en une fois, mais je vais faire un peu comme l'année passée, je vais vous parler de pas mal de livres qui m'ont marqué, pour une raison ou pour une autre. Et dans la deuxième partie, je vais vous faire un top. Alors ce sera pas un top 20, ni un top 15, c'est un top 13 je pense. J'ai voulu vraiment mettre les livres, les coups de cœur de l'année en fait, hein. Vraiment les livres que j'ai préférés, parce que sinon y a des livres qui n'ont pas trop raison d'être dans ce top. Et donc je vais commencer par vous parler de pas mal de livres qui m'ont marqué, et pour un peu structurer cette vidéo j'ai fait une liste de thèmes et vous pouvez reprendre si vous voulez, je vais les mettre en barre d'informations, je vais mettre la liste en barre d'informations, c'est une sorte de questionnaire genre un tag ou quelque chose comme ça, mais évidemment c'est en fonction de mes lectures à moi, donc voilà, peut-être que ça vous conviendra pas, reprenez-le si ça vous chante, mais si le questionnaire vous parle, mais en fait ça concerne surtout mes lectures à moi. Première catégorie, première question que je me suis faite, vous allez rire avec cette première question, c'est quelle est la plus belle histoire d'amour, l'histoire d'amour que j'ai préférée cette année. Il faut savoir que je ne lis plus trop d'histoires d'amour, voilà, j'ai arrêté de croire que c'était un genre qui me plaisait. En fin d'année j'en ai lu quelques-unes, mais elles font certainement pas partie de mes favoris de l'année au niveau des histoires d'amour. Mais c'est vrai qu'on retrouve de temps en temps des histoires d'amour, même dans des thrillers bien glauques, il y a parfois des histoires d'amour. Voilà, dans toutes sortes de livres on peut trouver des histoires d'amour, du coup ça compte aussi. Et vraiment, il y a un livre qui ressort pour cette question. C'est un roman de Laurence Perrin, c'est L'aile des Vierges de Laurence Perrin du coup. Publié chez Calman Levy, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Déjà parce qu'on rencontre une jeune femme, Maggie, ça se passe en 1940. Et c'est une femme qui est veuve, qui est assez cultivée. Sa grand-mère était une des premières suffragettes et voilà, elle a été éduquée dans cette volonté féministe, dans cette pensée féministe, et du coup c'est vraiment quelqu'un de très engagé pour son époque qui plus est. Et en fait elle va se retrouver veuve du jour au lendemain, forcément. Et du coup elle va devoir travailler en tant que domestique dans une maison. Et elle va arriver avec ses grands sabots, avec sa langue bien pendue, et c'est vraiment un personnage très fort qui m'a beaucoup plu, mais surtout l'histoire d'amour qu'il y a dedans m'a beaucoup plu. Alors elle peut sembler très cliché parce qu'elle va rencontrer le maître de cette maison, un peu à la Downton Abbey, et elle va craquer pour lui. Voilà, elle va pas s'en cacher, hein, elle craque pour lui, voilà. Et entre eux va naître une histoire, et un peu plus, et vraiment, cette histoire d'amour m'a beaucoup touchée. Quand j'ai refermé mon livre pendant une semaine, je pensais à John. John, je pense qu'il s'appelait John, alors c'est pas marqué dans le résumé, mais enfin, voilà, ça fait des mois que je l'ai lu, je me souviens c'est John. Je pensais à ce personnage, je pensais à cette histoire d'amour magnifique. Ça n'avait pas été un coup de cœur parce que je trouvais que la fin était très américaine. Ce que je trouvais dommage parce que c'est une autrice française, hein, donc c'est dommage. Ça se passait en Angleterre, donc ça aurait pu rester un peu british. Mais voilà, c'était un peu américanisé cette fin, ça m'avait un peu dérangé. Mais sinon l'histoire d'amour j'avais trouvé magnifique. Donc voilà, ça répond à la question. Quel est le personnage que j'ai préféré cette année? Alors c'est une question qui
pourrait peut-être être difficile, mais pour moi, c'est une question que j'ai créée parce que je pensais souvent à ce personnage. Oui, il y a un personnage qui m'a marqué cette année, c'est dans une lecture dont je ne vous ai jamais parlé. Il s'agit du livre La couleur pourpre de Alice Walker. Alors c'est un livre publié chez Robert Laffont, Pavillon Poche. C'est vraiment un livre que j'ai adoré. Et je regrette de ne pas vous en avoir parlé cette année parce que c'est vraiment un des livres qui m'a le plus marqué. Une histoire entre deux sœurs. On dit que ce sont des noirs, mais on ne dit pas de quel pays elles viennent. Alors moi, je n'ai pas trouvé ça dans le résumé. Dans le livre, on en parle à peine de quel pays elles viennent. Voilà, ce sont des noirs en Amérique qui sont donc deux sœurs, Célie et Nettie. Et le père, il a vraiment une préférence pour une des deux. C'est la plus jolie. Du coup, bah voilà, il va plutôt éduquer celle-là parce qu'elle est plus jolie et l'autre, bah, c'est pas très intéressant de l'éduquer. On va voir que c'est pas quelqu'un de... Bah, c'est plutôt un beau-père, enfin je sais plus trop, je vous avoue. Mais il va pas bien traiter ses filles de toute façon. Et donc cette fameuse Célie va se marier et... Non, Nettie, oh là là, je confonds, tout va bien. Donc la sœur va se marier, elle va partir, elles vont se séparer et du coup elles vont s'envoyer des lettres. Notre héroïne c'est Célie et c'est celle qui reste à la maison, qui reste au foyer et bah, c'est pas rose tous les jours. Et elle écrit des lettres à sa sœur. Tout d'abord elle écrit des lettres au bon Dieu, elle fait cher bon Dieu. Et puis elle va écrire des lettres à sa sœur où elle va raconter tout ce qui lui arrive dans la vie. Et elle va se retrouver à se marier avec un type assez spécial, on va dire. Et ce type a une maîtresse. Et cette maîtresse, c'est Shuggy. Et Shuggy, c'est le personnage que j'ai préféré dans ce livre. Et c'est le personnage que j'ai préféré cette année. C'est une femme libérée, c'est une femme moderne, c'est une femme qui a des amants, tout le monde la critique, elle a un humour incroyable. C'est vraiment, moi, une femme qui m'a beaucoup plu. C'est vraiment un personnage qui m'a marqué cette année. Shuggy, elle va chanter. C'est vraiment un personnage, mais il faut le rencontrer en fait pour pouvoir vraiment comprendre qui c'est. Je vous conseille de lire La couleur pourpre parce que rien que pour rencontrer le personnage de Shuggy. Ce que j'avais adoré aussi dans La couleur pourpre, je vous dis vite fait, c'était que on voit bien que Célie n'a pas reçu d'éducation et du coup dans les lettres qu'elle écrit, ben, c'est pas toujours très français, on va dire. Et en fait ça évolue au fur et à mesure de son histoire. Elle écrit de mieux en mieux, elle apprend et j'ai trouvé ça magnifique. C'est vraiment une histoire très touchante. Je crois qu'il y a eu un film de Spielberg qui a été fait il y a un petit temps. La question suivante c'est univers favori parce que je lis quand même des livres de fantasy, des livres fantastiques, donc il y a vraiment des univers que j'ai rencontrés cette année. Le premier dont j'avais envie de vous parler, c'est l'univers de Rouille de Florian Soulas. Alors j'avais beaucoup aimé ce livre, ça n'avait pas été un coup de cœur pour plusieurs raisons, je vous en avais parlé à l'époque, mais l'univers que Florian avait créé est vraiment génial. Tout en détail, vraiment très 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 bien, c'est vraiment ce que j'avais préféré dans ce livre. Donc c'est un livre steampunk, hein, donc pour ceux qui connaissent pas le steampunk, c'est un livre qui se passe fin 19e, début 20e siècle, époque victorienne, les grandes robes, mais surtout les automates, des personnages un peu spéciaux, un univers souvent très brumeux, et je trouvais que c'était vraiment très 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 bien retranscrit dans ce livre. Ici on suivait des personnages qui avaient découvert en fait des nouveaux matériaux sur la Lune. Et bien sûr, l'univers que j'ai préféré en 2018, forcément, si vous me suivez, c'est l'univers de Gabriel Katz. Alors déjà en 2017, hein, je vous avais parlé d'Aeternia qui avait été un coup de cœur. Mais vraiment, j'ai continué du coup sur ma lancée. Mais je peux pas ne pas vous en parler, c'était vraiment un coup de cœur. Du coup, l'univers du Puits des Mémoires, l'univers du coup de La Part des Ombres, c'est le même. Tome 1, tome 2, forcément je l'ai en poche et l'autre en grand format, mais c'est pas grave. Et La Maîtresse de Gare, même si je l'avais un peu moins aimé, mais vraiment l'univers de Gabriel Katz est absolument génial, immersif, on le visualise très très bien. Franchement j'ai beaucoup aimé, je le verrais bien en série ou en film. Alors, question suivante, mon top, donc mes favoris de la littérature asiatique, puisque j'ai lu quelques livres de littérature asiatique cette année. Cette année, j'ai découvert la saga Le Poids des Secrets de Aki Shimazaki, donc c'est une petite, c'est une pentalogie de petits livres vraiment très courts, hein, qui font même pas 100 pages. Ce sont des livres qui se suivent, on va suivre des personnages... qui ont tous un lien d'une manière ou d'une autre, soit la grand-mère ou voilà, selon chaque livre on suit un personnage différent. Ça a été vraiment une magnifique découverte cette année. Quand j'ai fini le tome 5, j'ai été super frustrée parce que
Je voulais encore suivre ces personnages, j'étais super frustrée, mais vraiment. Alors pour le coup, je vais pas vous faire un résumé parce que justement, moi j'en savais absolument rien cette année en découvrant Le Poids des Secrets. Et c'est ça qui a fait que j'ai complètement adoré en fait, même si au début je m'attendais à autre chose en fait. Mais après, le fait d'en savoir rien du tout, c'est ça qui a fait que j'ai vraiment adoré. Et il faut juste savoir que c'est une saga familiale. Et au niveau de la littérature asiatique, des livres que j'ai découverts cette année, c'est Yoko Ogawa. Alors Yoko Ogawa, j'avais encore jamais lu cette autrice. J'ai lu cette année L'Annulaire et La Petite Pièce Hexagonale. Alors c'est très étrange, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment le mot qui convient pour décrire ces livres. L'annulaire, c'était une jeune femme qui avait perdu un morceau d'annulaire et c'était assez glauque en fait d'une certaine manière. Il y a un côté assez malsain dans cette histoire et elle rencontre un homme qui lui offre des chaussures et c'est vraiment le plus bizarre que vous puissiez trouver, ben ça se trouve là-dedans. Et La Petite Pièce Hexagonale aussi, c'est aussi une femme qui va à la piscine et qui rencontre deux femmes qui parlent entre elles et qui parlent d'un endroit. Et elle a envie de connaître cet endroit, du coup elle va suivre une de ces femmes. Et une de ces femmes elle passe dans une forêt et donc notre héroïne la suit. Et elle va découvrir une petite pièce hexagonale, bizarre. Elle comprend pas trop à quoi sert cette pièce. C'est vraiment, vraiment très étrange. Mais c'est un univers que j'ai trouvé très intéressant. Du coup, j'ai envie d'en découvrir d'autres. J'en ai plusieurs dans ma pile à lire. Mais ouais, Yoko Ogawa, c'était une des découvertes de l'année. Ensuite, on va venir au livre jeunesse favori. Du coup, là, il y en a plusieurs. Même s'il y a eu tout un moment pendant l'année où j'avais plus trop envie de lire de jeunesse, j'en ai quand même lu pas mal. Hein. Et un des livres que j'ai préféré cette année, c'est un livre un peu glauque pour le coup. C'est Plus de morts que de vivants de Guillaume Guéraud, publié chez Rouergue. C'est un livre que j'ai lu en avril. J'ai adoré ce livre tellement il était prenant. Je pense qu'il pourrait rentrer aussi pour ma petite catégorie page turner de l'année parce que c'était hyper efficace. On est dans un lycée et il y a une épidémie qui commence à se propager. Alors on comprend pas ce que c'est comme épidémie parce qu'il y en a un qui a un symptôme, puis un autre qui a un autre symptôme qui n'a absolument rien à voir. Il y en a un qui perd des dents, il y en a, enfin à chaque fois ils ont des autres symptômes. Je pense qu'il y a une personne qui explose, je sais plus. Enfin bref, c'est dans un lycée et ça se transforme petit à petit en huis clos. Et les élèves commencent à avoir des symptômes, mais tous plus différents les uns que les autres, et ça commence à devenir très oppressant, c'est très angoissant, c'est très glauque. J'ai adoré, on nous épargne pas, c'est vraiment bien fait, j'ai vraiment adoré cette histoire. Je l'avais découvert grâce à Ninon, je pense, Les Carnets d'Opaline. J'ai adoré cette lecture, c'était vraiment un très bon roman avec un rythme infernal. Et un autre livre jeunesse que j'ai adoré cette année, pour le coup le rythme est nettement plus lent, hein. C'est Sirius de Stéphane Servan. C'est un livre écologiste qui nous fait rencontrer deux personnages, une jeune fille et son petit frère, un petit garçon de 3 ans. Et ils vont essayer de survivre parce que y a eu la fin du monde, on ne sait pas trop comment. C'est un livre dans lequel il y a beaucoup de poésie, l'écriture de Stéphane Servan est magnifique, les personnages sont vraiment très intéressants. C'est très lent pour le coup, il faut aimer hein, parce que c'est pas du tout un page turner pour le coup. Moi j'avais trouvé qu'il y avait un personnage qui ne servait pas à grand chose, un peu manichéen comme ça, que je trouvais vraiment dommage de rencontrer alors que l'univers était vraiment très intéressant. C'est un livre plutôt dystopique, enfin non pas dystopique, non, apocalyptique en fait. Un survival, un road trip, mais assez lent et avec énormément de poésie. Et on va apporter une grande importance aux animaux, la place des animaux, et voir à quel point l'homme s'est toujours cru supérieur aux animaux. Et j'aimais beaucoup les messages qu'il y a dans ce livre, et surtout pour un livre jeunesse, j'ai trouvé ça fabuleux. Ensuite, on arrive au livre qui vous a fait pleurer, enfin qui m'a fait pleurer, puisque c'est un questionnaire à moi-même. Pour le coup, j'ai mis 2 livres qui sont pas les plus tristes en fait, hein, que j'ai lus cette année, mais 2 livres qui m'ont donné des émotions et pour lesquels j'ai un peu pleuré, je vous avoue. Le premier, et là ça a été vraiment surprenant, c'était Au petit bonheur, la chance d'Aurélie Vallogne. Je pensais lire un livre feel good, vous savez, les livres qui vous donnent le sourire plutôt. Et même si j'ai eu beaucoup le smile en lisant ce livre, j'ai aussi pleuré, j'ai aussi eu beaucoup d'émotions très fortes. C'est une très belle histoire, ça se passe dans les années 60. Jean vit avec sa maman, mais un jour, au tout début du livre, sa mère va le confier à sa grand-mère, et donc il va apprendre à vivre avec sa grand-mère, mais tout en espérant tous les jours revoir sa maman.
C'est très beau comme histoire, une très belle relation entre un petit-fils et sa grand-mère, très dur aussi. C'était pas du tout le genre dans lequel je pensais me trouver. Bah, vous voyez, il y a des petites fleurs partout. Moi, je pensais que j'allais rire, voilà. Même si j'ai ri, j'ai eu beaucoup d'émotions très très fortes. Et oui, ils disent un tourbillon de fraîcheur, mais aussi un tourbillon d'émotions. Ça, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans cette histoire. Et alors, dernièrement, j'ai lu une romance. Voilà, je pensais pas que ça m'arriverait, mais ça m'est arrivé cette année. J'ai lu une romance. J'ai lu un livre de Marie Vareille. J'ai lu Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille. On va rencontrer deux jeunes femmes, Constance et Chloé, qui se rencontrent justement dans un club de lecture. Elles sont toutes les deux fans de lecture. Constance, c'est une fille très calme en fait, qui est pas une fille qui sort, voilà, elle rêve de rencontrer le prince charmant, elle est fan de Jane Austen. C'est un petit peu une fille un peu cliché, faut le dire. Et Chloé, c'est une fille qui adore sortir, qui est amoureuse de l'amour, mais qui est surtout amoureuse de son ex, qui va se marier avec une autre fille, et pourtant elle n'arrive pas de retomber amoureuse de cet ex, elle n'arrive pas à le quitter. Et cette fille, elle est accro vraiment aux relations, elle ne peut pas s'en passer. Et en fait, un jour, elles vont se faire un pacte. Elles vont faire un pacte entre elles. Constance va faire promettre à Chloé de ne pas coucher avec un mec pendant 6 mois. Et surtout d'écrire un roman que Chloé rêve d'écrire depuis longtemps. Du coup, Chloé va aller s'installer en campagne, près de sa grand-mère, qui est en maison de repos. Et Constance, elle, justement, ce sera un petit peu de se bouger, de sortir et d'arrêter de pleurer dans son coin et de rencontrer des gens. Et on va suivre ces deux jeunes femmes. Alors autant le personnage de Constance, moi j'ai pas forcément accroché, autant le personnage de Chloé, j'ai complètement adoré. Il y a une histoire d'amour très prévisible forcément, mais que j'ai beaucoup aimé. Mais il y a surtout une histoire avec la grand-mère de Chloé. Et j'ai adoré cette histoire parce que ce que j'ai aimé chez Marie Vareille, c'est que bien sûr il y a une romance, mais il y a surtout des personnages très bien retranscrits, très réalistes, des très beaux personnages. Les quelques clichés qu'il y a dans le livre sont pas pris au sérieux. Enfin, on sent que Marie Vareille s'amuse en écrivant ça. J'ai bien aimé. J'ai versé mes larmes dans ce livre. Je sanglotais dans mon fauteuil parce qu'il y a des très très beaux passages. C'est pas seulement une romance. C'est ça que j'ai aimé justement avec cette romance. Ensuite, le top des livres féministes de l'année. Il y en a 3 que je retiens cette année. J'en ai eu pas mal. Je l'ai lu peut-être près de 10. Mais il y en a 3 que je retiens. Le premier, ce sera pas une surprise, ça a été un méga coup de cœur, il pourrait être dans mon top de l'année, mais voilà, je vous le présente maintenant. Il s'agit du Problème avec les femmes de Jackie Fleming chez Dargo. C'est super drôle, je vous en ai déjà beaucoup parlé en vidéo. C'est un livre qui explique avec beaucoup d'humour pourquoi les femmes ne sont pas dans les livres d'histoire, pourquoi il y a très peu de femmes dans les livres d'histoire. Peut-être que leurs bras sont trop courts ou... Voilà, est-ce que les femmes peuvent être des génies, hein? Est-ce que c'est possible? C'est un livre avec beaucoup d'humour, très pinçant, très british, magnifique. J'ai adoré, ça a été une de mes plus belles lectures de l'année, que je pourrais mettre dans mon top, dans le top 5, parce que vraiment, ça a été vraiment une super lecture. Je vous montre vite fait les 2 autres livres que j'ai adoré cette année au niveau du féminisme. J'ai adoré, je vous ai fait des publications Instagram, j'essaierai de vous mettre des liens en barre d'informations. Il y a un moment que je les ai lus, donc je sais plus trop les détails de ces livres. On avait Le vrai sexe de la vraie vie, tome 2, de Si, qui a écrit ça. Ce sont des bandes dessinées avec des situations sexuelles, vraiment, toutes sortes de situations. C'est pas monsieur, madame toujours, c'est monsieur, madame, enfin voilà, plein de situations différentes, mais toujours en rapport avec le sexe et qui déculpabilise un peu, qui change un petit peu de tout ce qu'on peut lire habituellement. Vraiment, c'était très intéressant. Je vous conseille de le feuilleter en magasin avant de l'acheter pour voir si ça vous convient, parce qu'il y a, oui, voilà, il y a on voit des organes, machin. Ce sont des dessins, mais bon, je sais que ça peut choquer certaines personnes. Donc voilà, feuilletez-le et vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi Libre cette année, c'est de Ovilly et Digli, ce que j'ai adoré dans ce livre. Je l'ai lu il y a longtemps, donc je n'ai pas une grande mémoire de ce livre, mais j'ai adoré qu'on ait des textes sur plein de sujets, notamment ici le chapitre 3, c'est Cacher ce sang que je ne saurais voir, tout un texte sur les règles, sur comment est-ce que on en est venu à ne pas montrer justement des taches de sang dans les publicités, etc. On montre une tache bleue, oui, le sang est bleu, c'est nouveau, et voilà, on parle des règles, et à chaque fois, juste après, on a une petite bande dessinée à ce sujet. J'ai bien aimé. On a un chapitre que je retiens sur
l'hypersexualisation des femmes dans la bande dessinée, dans... qu'est-ce que je raconte? Bah oui, en fait, au final, oui. Dans les jeux vidéo, bah, les femmes qui se battent en string, hein, c'est bien pratique. Ou dans la publicité, enfin voilà, le fait qu'on ait une image un peu faussée des femmes qui sont hypersexualisées avec des fesses hyper larges, enfin voilà. Voilà. Il y a voilà, des chapitres vraiment très intéressants, j'ai beaucoup aimé, je crois que c'est celui que j'ai préféré juste après celui qui est très drôle de Jackie Fleming. Mais oui, donc ça s'appelle Libre manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels. Ça dénonce pas mal de choses au niveau de la société actuellement. Je peux pas vous dire plus de détails parce que ça fait longtemps que je l'ai lu et pour le coup bah, ça me donne envie de le relire. Ensuite je vais passer au livre, au top des livres au sujet du véganisme. Les seuls en fait que j'ai lus bah, font partie du coup du top, ce sont les petites bandes dessinées, je vous en ai déjà pas mal parlé aussi. Insolence Veggie, Antispécisme, il y en a encore deux autres, il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps, c'est Rosa B qui a écrit ça. C'est pas mal d'idées reçues, de phrases de non véganes envers des véganes. C'est écrit par une végane, du coup bah, c'est très chouette, c'est très humour noir aussi, hein, parce que bon, voilà, on ressent en fait toutes les phrases que les gens peuvent sortir quand on annonce qu'on est végane. Les phrases un peu récurrentes du type et le soja, et le cri de la carotte, enfin vous savez les phrases un peu qui reviennent assez régulièrement, et particulièrement celui qui s'appelait l'antispéciste. C'est pas pour les chiens, c'est celui que j'ai préféré, je me suis retrouvée dans énormément de situations, j'ai vraiment adoré. Et en fait si vous voulez pas forcément acheter le livre, vous pouvez aller sur le blog en fait Insolente Veggie, puisqu'il y a pas mal d'illustrations qu'elle a faites et qu'elle a remises dans le livre. Du coup c'est comme ça que vous pouvez découvrir sur son compte Instagram également. Donc j'ai beaucoup aimé découvrir ça cette année. On va passer au livre le plus page turner de l'année. Il y en a un que je peux pas vous montrer parce que je l'ai offert à quelqu'un. Il s'agit de Serre-moi fort de Claire Favant. Serre-moi fort de Claire Favant a été une lecture en demi-teinte parce que autant il y a des passages que j'ai adorés, autant il y a des choses que j'ai pas du tout aimées, que j'ai pas comprises. Mais pour le coup, en tant que page turner, il a été hyper efficace. Je l'ai déglingué ce livre, je l'ai dévoré, ça a été vraiment hyper efficace. Du coup, je voulais quand même vous en parler parce qu'il m'a marqué d'une certaine manière, même si j'étais déçue par certains aspects, que j'ai deviné des trucs, il y a surtout une scène que j'ai trouvée un petit peu inutile. J'ai pas compris le sens de cette scène très glauque, même si j'aime les scènes glauques, mais là j'avais pas compris le sens de la scène. C'est un livre qui m'a marqué. Et au niveau des page turners, je pouvais pas ne pas vous parler de L'Égaré de Donato Carisi. Ça a été hyper efficace. Je vous en ai parlé fin d'année. L'Égaré de Donato Carisi, cette jeune fille qui se fait enlever par un homme déguisé en lapin. Et cette enquête qui continue et on va rencontrer un détective privé qui va suivre également l'enquête à sa manière. Un détective privé qui n'est pas toujours apprécié par la police. J'ai beaucoup aimé aussi le côté page turner dans cette histoire. J'ai adoré. Voilà, pour le coup, ça fait partie des page turners préférés de l'année. Alors on arrive doucement à la fin du questionnaire pour arriver au top de l'année. Le livre avec la plus belle plume de l'année. Il s'agit d'un livre belge, s'il vous plaît. C'est un livre que je vais d'ailleurs mettre dans le top de l'année. C'est Une dose de douleur nécessaire de Victoire de Changy. Je pensais l'avoir lu en 2017 et en fait non. Donc voilà, je suis très contente de vous présenter ce livre parce que ça a été une très très belle découverte. C'est un livre magnifique. Il se passe pas grand chose, hein. C'est une histoire d'amour, un couple, une femme qui voit un homme qui est marié. Il se passe pas énormément de choses, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de détails. On sait que ça se passe à Bruxelles, mais on n'en sait pas plus. Mais l'émotion, les mots, la manière dont elle en parle, c'est une énorme poésie. C'est vraiment, je trouve, le plus beau livre que j'ai lu cette année au niveau du style d'écriture, au niveau des sentiments, au niveau des émotions. On peut d'office se retrouver dans telle ou telle situation. J'ai adoré cette lecture, ça a été vraiment magnifique. Au niveau des livres graphiques et des mangas, bah oui, j'ai lu Walking Dead, tout ça, mais le livre que j'ai préféré au niveau des graphiques, que j'ai trouvé le plus beau, le plus poétique. Il s'agit d'un livre de chez Casterman. Il s'agit des Petites Distances de Camille Beniamina et Vero Caso. C'est un livre qui raconte l'histoire d'un homme qui se sent invisible. Voilà, il a l'impression que personne ne le regarde. Quand il passe dans la rue, c'est limite si on le renverse parce qu'il est très effacé. Et un jour, ce qui va lui arriver, c'est qu'il est tellement invisible qu'il va devenir invisible. Et donc, il va se rendre compte que plus personne ne le voit. Et il va rencontrer sa voisine. Et il va en tomber amoureux. Et il va un peu l'espionner tous les jours. Mais c'est très beau. C'est très poétique. C'est pas malsain du tout.
Et au niveau des dessins, j'ai vraiment adoré parce qu'on a beaucoup de couleurs. Déjà, on a des couleurs au début un peu pâles. Et puis, on a toutes sortes de styles de couleurs. Le rose. Ça. La fille qui sait plus nommer les couleurs, tout va bien. Je me suis fait une petite catégorie, le livre le plus bizarre, parce que oui, j'ai un livre le plus bizarre dont je vais vous parler. Je vous en ai déjà parlé aussi, hein, mais bon, voilà, c'est le principe du top de l'année. Le livre le plus bizarre de l'année, c'est un livre, quand j'ai eu fini la lecture, je me suis demandé, mais est-ce que j'ai aimé ou est-ce que j'ai détesté? Est-ce que j'ai compris? Est-ce que... Enfin voilà, je me suis posé plein de questions. C'est un livre ultra poétique. Vraiment, magnifique. Mais qu'est-ce que c'était bizarre, quoi. Il s'agit de Pêche de Emma Glass, publié chez Flammarion, traduit par Claro, n'importe quoi, Claro. C'est l'histoire d'une jeune fille, on sait même pas son âge, elle s'est fait violer. Et on commence avec ce viol, ce début, voilà, elle s'est fait violer, elle est traumatisée. Et en fait, ce livre n'est que métaphore. Tous ses amis ont des noms bizarres, donc par exemple, il y a un professeur par exemple qui s'appelle Mélas, il y a son ami Vert, son ami Sable, il y a tous les personnages autour d'elle ont un surnom bizarre et elle, c'est Pêche. Voilà. Le seul personnage qui a un vrai prénom, c'est son violeur. Je sais plus son nom pour le coup. Mais c'est le seul qui est un peu réel là-dedans. Et c'est très très bizarre parce que on ne parle qu'en métaphore. Donc on se pose toujours des questions. Est-ce que ça se passe vraiment? Ou est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce qu'elle est folle? Quand elle voit son violeur, elle a l'impression toujours de sentir la viande en fait. Du coup, tout ce qui se rapproche de la viande, ça va profondément la dégoûter depuis qu'elle se fait violer, bizarrement. Du coup, son violeur, c'est vraiment la saucisse. Il y a une scène absolument dégueulasse à la fin, je vous préviens. Moi j'avais oublié cette scène mais je m'en suis rappelée en relisant et je me suis dit ouh, en fait je devrais peut-être les prévenir parce que j'aime bien ce genre de choses mais peut-être que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Donc oui, il y a une scène un peu dégueu à la fin, mais ce livre était vraiment profondément bizarre, mais du coup très original et j'avais vraiment envie de vous le mettre dans le top de l'année, enfin dans le bilan de l'année pour le coup. Et maintenant je vais passer aux plus grosses déceptions avant de passer au top de l'année. Je vais essayer d'aller assez vite parce que c'est pas très gai de parler de déception, mais je voulais quand même un petit peu argumenter les raisons pour lesquelles je n'ai pas aimé ces livres. Pour la plupart des livres, je pense qu'il y en a 3 dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, ou 4 dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Le premier, c'est un des plus récents, c'est Les Fils de la poussière à chaque fois je dis Anal, mais ça va pas, de Arnald Indridason. C'est chez Métaillé, c'est un livre qui a été retrouvé de l'auteur, alors que l'auteur a pas mal de succès, je crois, c'est son premier roman. Comment vous résumez ce livre? Déjà, c'était oui, un homme qui voit son frère dans un hôpital psychiatrique sauter par la fenêtre, se suicider devant lui. Et donc il va se demander pourquoi son frère s'est suicidé. En même temps, il va pas être très surpris. Et en même temps, il y a un autre homme qui se fait brûler dans sa maison, enfin, brûler vif dans sa maison par quelqu'un. Et donc on va faire un lien entre les deux puisque justement il y a un lien entre les deux puisque l'un a été le professeur de l'autre. C'était une histoire au final qui pouvait être intéressante mais moi j'avais pas du tout aimé le style, j'avais trouvé ça ultra maladroit, ultra froid, j'avais trouvé ça... Mais je me suis ennuyée, il y avait un problème dans les narrations, dans les dialogues des personnages, je trouvais pas du tout crédible la manière dont parlaient certains personnages, vraiment... Il y avait vraiment un réel souci à ce niveau-là, donc oui, ça a été une vraie déception pour cette année. Une autre déception, ça a été Tu me plais de Jacques Expert. C'est un peu bizarre de vous dire que c'est une déception parce que c'est un livre un peu bizarre au départ. On va suivre un homme et une femme, donc ils sont tous les deux dans la même rame de métro et on va voir que l'homme a des vues sur cette fille et on va rentrer dans ses pensées. On a aussi un regard extérieur qui nous dit qu'il va se passer telle ou telle chose. En soi c'est un livre assez original mais moi j'ai pas trop compris l'utilité du roman. Pour le coup j'ai pas compris cette fin, c'est surtout par rapport à la fin parce que pour le coup il y a des livres, voilà, c'est pas grave si la fin est ratée, le but d'un livre n'est pas forcément sa fin, mais là justement ce qu'on attendait de ce livre c'était la fin, c'était le plus important dans le roman, moi c'est ce que j'attendais et cette fin je n'ai pas compris, enfin, c'était inutile. J'ai été tellement déçue par cette fin que ça a gâché tout le livre pour le coup. Voilà, c'est dommage parce que franchement, grosse déception pour ce livre. Une autre déception, c'était un livre qui a été un peu un petit peu contrainte. Ça a été Tabou de Daniel Thierry. Je l'ai lu dans le train pour aller à Paris pendant les vacances, je pense.
Et je ne me souviens mais de rien sur ce livre. Je me souviens juste de m'être ennuyée profondément. Ça parle de tabou, oui, une enquête sur une disparition d'enfants dans une maternité. Un enfant qui a disparu, la mère également, on retrouve du sang, on se demande ce qui s'est passé. Il y a un tabou, mais le reste, je me suis profondément ennuyée. Je me suis profondément ennuyée dans cette lecture, donc oui, ça a été une vraie déception cette lecture également. Quatrième déception de l'année, il s'agit de Devine qui vient pour Noël, qui est un recueil de nouvelles de Noël, de nouvelles un peu romantiques. Alors quand je me suis plongée dans cette lecture, je ne m'attendais pas à être déçue à ce point. L'année passée, j'en avais lu une qui n'était pas extraordinaire, mais voilà, il y en avait quelques-unes qui étaient sympas. Mais ici, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre, on va dire. J'ai détesté chaque nouvelle que j'ai lue. Il y en a peut-être une au milieu, je ne vais pas vous dire laquelle pour le coup, que j'ai mieux aimé que les autres, pour laquelle, bah oui, je souris, je trouvais ça sympa. Mais sinon, je n'ai pas du tout aimé ces romances de Noël. Tout dans le cliché, on ne parle que de romances. Bien sûr, c'est des romances, c'est des nouvelles, c'est normal. Mais là, vraiment, ça m'a dérangé. Le côté cliché, je ne comprends pas comment à l'époque actuelle, à l'heure actuelle, on puisse encore faire des romans comme ça. Je sais pas, je comprends pas, j'ai vraiment pas du tout aimé cette lecture. Et le dernier livre qui a été une grosse déception, mais enfin oui, qui a été une de mes pires lectures on va dire de l'année, il s'agit d'un livre dont je vous ai parlé dans un point lecture que je n'ai jamais publié sur la chaîne. Il s'agit du Pacte d'Emma de Neil Gaiman. Alors je sens que je vais me faire adorer, que je vais recevoir des tomates, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas une déception à proprement parler puisque je m'attendais à ne pas aimer. Du coup Isabelle, pourquoi tu lis un livre que tu es sûre de pas aimer? C'est l'histoire de ma vie, ça. J'étais curieuse, j'avais envie de savoir. Mais vraiment, le Pacte d'Emma, j'ai pas du tout aimé. J'ai eu vraiment des soucis avec ce roman. Déjà, une des histoires dont Nin s'est inspirée, en fait, pour moi, me pose profondément problème. Et ça me pose problème, justement, qu'on s'inspire de 50 nuances de grec, qui est un livre avec beaucoup de problématiques. Donc déjà, moi, c'est un souci de s'inspirer de ce livre. Il y a certains côtés que j'avais trouvé intéressants dans le personnage de l'héroïne, qui était... Emma, forcément, le Pacte d'Emma. Il y a certains côtés dans son personnage que j'avais trouvé intéressant, qui changeaient un petit peu, mais j'ai par contre été vraiment déçue. Déjà par le style, j'ai pas du tout accroché. Les personnages masculins qui sont tous amoureux d'elle, qui n'ont aucune substance. Je n'avais pas supporté le fait, et ça aussi dans les romances de Noël aussi, que quand tu décris un personnage, tu le décris à fond. Sur son physique, donc tu sais tout ce qu'il porte, tu sais son look intégral, mais par contre tu ne sais rien sur ses pensées profondes, tu ne sais rien sur lui, et du coup tu ne t'attaches pas à ce personnage, puisque tu vois un personnage, c'est clair, mais tu ne te le représentes pas humainement. Enfin, moi c'est un truc qui me pose problème dans la littérature, dans ce genre de littérature, c'est justement le côté un peu superficiel des personnages, mais beaucoup superficiel des personnages. Du coup tu ne peux pas t'attacher aux personnages si tu n'en sais pas plus sur eux, à part les vêtements qu'ils portent. Ça pose problème. Le seul personnage dont on avait un peu plus de détails, c'était Emma, pour le coup. La fin était surprenante, était sympa, mais moi, ce livre m'a vraiment déplu. Voilà, je n'ai pas aimé, tout simplement. Voilà, pour le coup, pour ce livre. Je vais passer à la partie la plus chouette de cette vidéo, c'est-à-dire mon top de l'année 2018. Les livres que j'ai préférés. Alors j'ai fait un top parce qu'il y a un côté suspense et j'aime bien ça en fait. Quand je regarde des tops, je suis là, ouais, j'attends de savoir le suivant. Du coup, j'avais envie de le faire aussi. Mais par contre, il n'y a pas énormément de différence entre le dernier et le premier. Hein. C'est pas le dernier est le plus nul. C'est juste mes 14 livres préférés de l'année 2018 qui sont pour la plupart des coups de cœur. Mais j'avais envie de les grader un petit peu. Mais vraiment, ça n'a pas beaucoup de sens puisqu'il y a des livres qui sont des thrillers et d'autres qui sont des fantaisies. Donc... ça n'a pas de sens de les mettre ensemble. Mais bon, j'avais quand même envie de faire un petit top de l'année. En numéro 14, justement, je mets un livre, le seul dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo. Il s'agit de Une dose de douleur nécessaire de Victoire de Changy. J'avais envie de le mettre dans ce top parce que justement, ce qui compte pour moi aussi, non seulement c'est une belle histoire, ce sont des beaux personnages, mais c'est surtout une belle plume. Et là, pour le coup, c'était la plus belle plume de l'année 2018. C'était magnifique, c'était poétique. Je vous en ai déjà parlé pour le coup. Et si vous êtes intéressé par ce livre, eh bien, dans un des derniers vlogs qui est en ligne et qui est toujours d'actualité, il y a un concours dans lequel je vous fais gagner ce roman que j'avais été acheté pour vous. Et voilà, vous pouvez gagner ce roman dans le vlog, je crois que c'est le 2 ou le 3 de décembre, je ne sais plus, mais voilà, il suffit d'aller voir en barre d'infos, j'essaye de mettre toutes les informations. En 13e position, je vais mettre un livre et même un auteur. Il s'agit de Nicolas Feuze avec Aurora Borealis, qui a été une très belle découverte cette année.
J'ai adoré déjà l'ambiance de ce livre. Ça se passe en Finlande, on découvre la Finlande et c'était vraiment une très belle découverte, un très beau voyage, mais au sein d'un thriller, donc il y a une histoire un petit peu glauque, voire très glauque. Il y a certains aspects du livre dont j'avais deviné en fait la révélation, mais il y a un retournement de situation à la fin que j'ai trouvé absolument génial, que j'ai trouvé superbement réussi, et du coup c'est pour ça que je voulais saluer l'auteur parce qu'il m'a vraiment retransmis une très belle ambiance et j'ai un très bon souvenir de cette fin. Et voilà, ce livre a été réédité chez Le Livre de Poche, c'est pour vous dire que voilà, c'est pas un livre qui est passé inaperçu. Et un autre livre est sorti cette année de l'auteur, il s'agit du Miroir des âmes du Nicolas Feuze et c'est chez Slatkin qui est une de mes maisons d'édition préférées. Voilà, dans mes maisons d'édition préférées cette année on a Slatkin et on a Gallmeister. Et oui, le Miroir des âmes, alors ça n'avait pas été un coup de cœur, mais à nouveau j'avais adoré la narration, j'avais adoré le rythme, surtout les révélations dont on ne s'attendait, enfin pour lesquelles on ne s'attendait absolument pas, pour la plupart, donc j'ai beaucoup aimé ceci. Oh là là, je parle comme une vieille, ça va. Voilà, donc voilà pour Nicolas Feuze, une très belle découverte pour cette année. Je vous parlais de Gallmeister en 12e position, j'avais envie de vous mettre justement un Gallmeister. Il s'agit de Idaho de Emily Ruskovich. On va rencontrer l'histoire d'un couple, donc un couple Anne et Wade, ils sont en couple, ils sont heureux. Mais on sait que dans la vie de Wade, il s'est passé quelque chose. Et en effet, dans son passé, il y a eu un drame. Et Anne ne sait pas grand-chose sur ce drame et elle a envie de découvrir ce qui est arrivé à son mari. Et je sais plus si son mari est ou juste en couple. Et justement, elle va un petit peu enquêter parce que de temps en temps, Wade, il a des réactions très bizarres où il est un petit peu violent avec Anne. Et Anne, elle a vraiment envie de comprendre pourquoi son homme est comme ça. Elle est vraiment très touchée par sa détresse. Et on va découvrir ce qui s'est passé, c'est très dur. On va découvrir justement le passé, la rencontre avec Anne. Et en soi, c'est pas un livre plein de révélations folles, ni quoi que ce soit, mais c'était un livre très humain, très beau, avec des beaux paysages. Ça se passe en Idaho, du coup. Dans les années 90, on a vraiment des personnages intéressants. Anne, c'est une prof de piano. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce côté-là aussi. On a vraiment des personnages très très touchants. J'ai adoré le côté sauvage de ce livre, ces personnages à l'état brut avec leurs sentiments, sans grande technologie, vraiment des personnages qui vivent dans la nature. J'ai beaucoup aimé, j'ai des scènes comme ça qui reviennent, des émotions, des... Oui, franchement, Gallmeister, ça a été une très belle découverte cette année. J'en avais déjà lu un de Gallmeister, mais vraiment, celui-là, Idaho, c'était très beau. En 11e position, c'est débile, hein, ce top. Mais bon, j'aime bien le côté suspense. J'avais envie de mettre un livre aussi, un livre d'une auteure belge, d'une autrice belge, du coup. Ce livre, en fait, est également dans la vidéo dont je vous ai jamais publié le point lecture. Ça m'énerve parce que c'est dans l'ancien appartement, c'est une très vieille vidéo et en soi elle est bien cette vidéo, c'est juste que dedans il y a une interview que j'aimerais placer et j'ai eu des problèmes avec l'interview et voilà, du coup cette vidéo est toujours dans l'ordinateur et elle attend. Et notamment dans cette vidéo il y a Ariane de Myriam Leroy. Alors Myriam Leroy, c'est une journaliste que j'aime beaucoup l'écouter. C'est une personne engagée, une personne féministe, une personne avec des idéaux que j'aime beaucoup l'entendre parler. Elle a un humour cynique comme ça que j'aime beaucoup, j'adore la manière dont elle parle. Et en fait ce roman, si vous le lisez à haute voix, si vous le lisez, vous entendez Myriam Leroy parler. Moi en le lisant je l'entendais parler parce que c'est elle, c'est sa manière de parler, j'adore cet humour, c'est très bien écrit. C'est l'histoire d'une amitié poisseuse comme ça entre deux jeunes filles. On va suivre une jeune fille qui est ni riche ni pauvre et elle va rencontrer Ariane qui est une fille justement très riche qui a une situation familiale très étrange. Elle a un frère bizarre, elle a un père hyper chelou, une mère bizarre et notre héroïne va être fascinée par le personnage d'Ariane. Entre elles va s'installer une sorte d'amitié, c'est pas trop, mais très poisseuse, quoi, vraiment très malsaine, nauséabonde, enfin tous les mots là, tous les synonymes, c'est vraiment très dur. En même temps on a les détails de cette petite ville, je crois que c'est aux alentours de Nivelles, une ville pas très jolie, vraiment ce côté très rural comme ça. Donc cette amitié, au début, notre héroïne va vénérer Ariane, va l'adorer et au fur et à mesure, par après, on sait en fait qu'il s'est passé des choses pas cool avec Ariane, on a des avertissements et par après, oui, Ariane, ça devient
une personne épouvantable. Et on va voir comment cette amitié va changer notre personnage principal, mais j'ai trouvé ce livre très réaliste parce que ça sonnait comme une vraie histoire. C'était vraiment, c'est ça qui rendait le livre encore plus glauque, je trouve. Mais moi j'ai adoré la plume de Myriam Leroy, j'ai adoré, je l'entendais parler, c'est ça que j'ai préféré je pense. Et c'est une histoire très sombre, donc ouais, c'est un premier roman, c'est publié chez Don Quichotte. Je vous conseille de découvrir Ariane de Myriam Leroy, c'est très spécial. Vous en avez parlé plus en détail dans cette fameuse vidéo qui sortira peut-être un jour, hein, je ne sais pas, à ma mort, qui sait. Voilà. En 10e position, je vais mettre un livre qui vient de la rentrée littéraire. Donc les autres, il n'y en avait pas de la rentrée littéraire. Ici, il y en a quelques-uns de la rentrée littéraire. Tenir jusqu'à l'aube de Carole Fives. Oh yeah. Non, c'est pas ça, je crois que c'est une autrice française, donc c'est Fivez ou... je sais pas. C'est publié chez Gallimard, collection L'Arbalète. Déjà, je suis amoureuse de la couverture, je trouve ça magnifique, c'est très poétique. On va suivre une maman, une mère célibataire qui a un enfant. L'enfant s'appelle l'enfant, hein, on n'en sait pas plus. Et on va la suivre dans son quotidien, avec sa petite routine. Donc on va suivre ses pensées quand elle fait son ménage. Voilà, sa routine de mère célibataire, qui en a un petit peu marre, qui a envie de sortir de temps en temps, de se détendre. Et elle se demande si c'est normal de vouloir faire ça. Et elle va le faire d'ailleurs, hein, sortir 5 minutes, puis 10 minutes, puis elle met un réveil. Et elle laisse son enfant chez elle. Et il y a ce côté culpabilité qui s'installe, mais en même temps, elle a vraiment besoin de ces moments toute seule. Et elle va aller voir sur internet des forums de discussion pour voir est-ce qu'il y a d'autres femmes dans le même cas que moi. Et les discours sur internet sont très culpabilisants, les autres mères sont très culpabilisantes. Comment c'est possible de laisser ton enfant seul à la maison, c'est hors de question. Voilà, il y a un côté très dur justement dans ces dialogues entre femmes. Il n'y a aucune femme pour la soutenir, pour lui dire bah écoute c'est normal de ressentir ça. Non, c'est toujours bah t'as fait un enfant, tu assumes. Et c'est très dur pour elle de lire ça. Il y a très peu de commentaires de monsieur, enfin de père célibataire, ce que je trouve un peu dommage. Mais sinon vraiment j'ai trouvé ce livre en fait très déculpabilisant pour le coup, même s'il y a des phrases vraiment qui font mal, mais la fin est très bien. Mais ouais, c'est une très belle histoire et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est écrit. Vraiment, les pensées qui tourbillonnent. On voit tout ce à quoi elle pense, en fait. Tout est écrit et c'est très bien fait, comme une chanson. Ouais, j'ai beaucoup aimé. En 9e position, on va venir à une de mes rencontres de l'année. Enfin, de mes rencontres littéraires, hein. Je n'ai jamais rencontré le monsieur. Il s'agit de David Van. J'avais encore jamais lu de David Van, ça faisait longtemps que j'avais envie de découvrir l'auteur. J'ai découvert l'auteur dans 2 de ses livres et du coup j'en ai acheté plein de l'auteur que je n'ai toujours pas lu, hein, comme d'habitude avec moi. Donc j'ai découvert Shukwan Island de David Van, mais tout d'abord j'avais découvert Aquarium. J'avais beaucoup aimé Aquarium, ça n'avait pas été un coup de cœur, mais voilà, j'avais aimé la plume, j'avais aimé la puissance des émotions. L'histoire au départ est super simple. Cette même histoire pourrait être écrite dans une chick lit par exemple, dans une petite romance toute feel good, ça pourrait être tout simple, mais avec ces personnages là ça explose, ça pète quoi, c'est génial. Et pour Shukwan Island, on va trouver un père et son fils qui vont s'isoler sur une île. Mon dieu, mais de nouveau cette violence, alors ces émotions. Le fils, il a du mal avec son père, le père justement, il a beaucoup de mal à supporter la nature, la solitude. Et ça va claquer forcément. Et c'est de nouveau une histoire terrible. Et alors ce qui est terrible, c'est de savoir que David Van s'est inspiré de sa vie, de la vie de son père. Et quand on lit sa biographie à David Van, ça fait mal en fait, hein. Et je vous conseille de lire la biographie de David Van. Enfin, la biographie, on s'entend sur Wikipédia, hein, de lire la biographie de David Van après avoir lu ce livre. Je crois que ça va faire une claque. Moi, ça m'a vraiment choquée de lire la biographie de ce type. Je me suis dit, merde, ok, d'accord. Et si vous le lisez avant, peut-être que ça va un peu vous spoiler. Mais là, vraiment, c'était un roman très très fort. En 8e position, je mets un livre de fantasy que j'ai beaucoup aimé pour le coup. Il s'agit du Dieu oiseau d'Aurélie Welch... Je vais recommencer. Le Dieu oiseau d'Aurélie Wellenstein, publié chez Scrinéo. C'est un livre de nouveau très sombre. Moi j'aime le glauque, j'aime le sombre quand c'est servi par une histoire intéressante forcément. On est sur une île, il y a différents clans et tous les ans en fait il y a des clans qui s'affrontent. Tous les 10 ans pardon. Et tous les 10 ans il y a un gagnant. Et le gagnant en fait c'est le clan... le gagnant, ça m'a plu, c'est un genre à Hunger Games. Mais celui qui gagne, ben,
tout son clan gagne en fait. Et ils ont une soirée où ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec tous ceux qui ont perdu. Et donc on va suivre un héros, Faolan, dont la famille a été massacrée il y a 10 ans par le clan gagnant. Donc la famille a été bouffée, a été violée, a été massacrée, enfin tout le pire qu'on peut penser. Et Faolan, lui, il est devenu un esclave du gagnant, justement. Et lui, il se jure de venger sa famille et de lui, à son tour, gagner et faire cette compétition. Forcément, c'est pas facile pour lui parce qu'il est esclave. Du coup, il n'a pas forcément les capacités physiques. C'est un esclave, donc tous les jours, il doit s'occuper de son maître. Et il a une relation très spéciale avec son maître. Cette histoire, il y a un côté un peu Hunger Games pour le coup, mais tout petit. Pour le côté un peu... cette compétition, ce personnage qui veut participer à cette compétition, il doit faire des choses, il doit faire des actions pour gagner. Il va rencontrer d'autres personnages, notamment une participante, une jeune femme. Et il va tout faire pour gagner. Et c'est une histoire profondément sombre. Ce que j'ai adoré, c'est que Aurélie Weinstein apporte une grande psychologie à son personnage masculin. Ce personnage est très approfondi. J'ai beaucoup aimé ce côté-là. On a un tome qui se conclut. Il y a une fin. Et son personnage est tellement bien approfondi qu'on comprend toutes ses actions, même les pires. On comprend tout ce qui se passe là-dedans parce qu'on connaît le personnage. On sait ce qu'il a vécu, donc on comprend ce personnage. Et j'ai adoré la manière dont l'autrice en parle. C'est très bien fait. Moi, j'aime quand on s'attarde justement sur la psychologie des personnages. J'aime quand c'est bien exploité et quand c'est dans un roman de fantasy, je trouve ça encore plus génial parce que ça apporte beaucoup de crédibilité à l'univers, à l'histoire. J'ai adoré cette lecture. En 7e position, j'avais envie de vous parler de Sinestra d'Armelle Carbonell, qui est une de mes dernières lectures de l'année, que j'ai lue en novembre. Ça se passe dans les années 40, ça se passe en Suisse, le Val Sinestra. C'est un refuge, c'est une maison, c'est une espèce de château dans lequel se réfugient des personnes, notamment des mères et des enfants. Ces enfants ont tous des problèmes psychologiques, ou vraiment parfois beaucoup plus graves. Et notamment une jeune fille qui pense que sa main ne lui appartient pas et du coup sa main fait des choses parfois très glauques. Un garçon qui a des problèmes de boulimie, des problèmes un peu plus connus et d'autres un peu moins connus. On va suivre cette histoire et dès le début on voit qu'il y a un souci parce qu'il y a une mère qui se fait trucider. On retrouve un cadavre. Et on va suivre 3 personnages qui viennent d'arriver, une mère et sa fille et un autre jeune garçon. On va suivre ces personnages dans cette grande maison et dans cette grande maison il y a surtout un maître et un docteur qui viennent faire des expériences. On voit tout de suite que c'est pas très catholique tout ça. Il y a dans ce livre une plume, déjà une plume extraordinaire, la plume d'Armelle Carbonell que j'ai trouvée formidable. On a une histoire très bien fouillée, des personnages surtout, des personnages très intéressants, très forts, des personnages qu'on aime, auxquels on s'attache. On a une ambiance glauque, sombre, vraiment très sombre, que j'ai adorée, à laquelle je me suis beaucoup attachée. Et on a vraiment une histoire qui nous prend en triple. J'ai adoré. C'est vraiment une belle histoire. Il se passe pas mille et une choses, mais j'ai adoré cette histoire, surtout pour son ambiance et sa plume. En 6e position, on va mettre un livre jeunesse que j'ai beaucoup aimé cette année, que j'ai lu en avril également. Il s'agit d'Effroyable porcelaine de Vincent Tassi. C'est un livre très jeunesse, mais très mignon. C'est publié chez Le Chat Noir, dans la collection Chaton Hanté. De quoi ça parle? On va suivre Sibylle, qui est une collégienne et qui est absolument fan de tout ce qui est noir, gothique, sombre. Elle aime les cercueils, elle aime tout ce qui est glauque, quoi. Voilà. Elle aime tout ça. Elle décore sa chambre avec des ossements, des chauves-souris, des... voilà. Ça, c'est l'histoire de cette fille. Et sa maman s'occupe de travailler dans des... je pense qu'elle est dans des elle est antiquaire. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait. Mais un jour, sa maman va débarrasser un vieux château. Et elle va demander à Sibylle, parce qu'elle connaît son amour pour les choses un peu glauques, elle va dire à Sibylle, viens, il faut absolument que tu y ailles. Et Sibylle va être accompagnée d'un de ses amis et va découvrir ce château. Et dans ce château, elle va découvrir une poupée. Elle va prendre cette poupée avec elle et à partir de là, il y a quelque chose qui va changer dans sa vie. Ce livre est très beau,
très poétique. La plume de Vincent Tassy est très très belle. Alors ici c'est très jeunesse, donc c'est écrit très jeunesse, mais je n'ose imaginer sa plume en adulte ou en young adulte parce que déjà là je trouve ça très joli, très beau, très sensible. Il y a des images que j'ai trouvées chouettes. Enfin vraiment j'ai aimé retrouver des images par-ci par-là. Et dans ce livre on aborde un thème auquel je ne m'attendais absolument pas. On apprend ce thème sur la fin du livre. Et quand on découvre ça, c'est génial. Je trouve ça tellement important comme thème d'en parler dans des livres jeunesse. C'est bien approfondi, c'est très beau. Ah, j'ai adoré cette histoire. En 5e position, j'avais envie de vous parler d'un livre, pour le coup c'est un livre de la rentrée littéraire dont tout le monde a parlé, dont on a parlé énormément. En principe, j'essaye de fuir ce genre de livre où je lis plus tard, quand on n'en parle plus, parce que j'aime bien être seule dans mon cocon avec mon livre, j'aime bien avoir l'impression d'être seule au monde à lire le livre, côté très égoïste, égocentrique que j'ai, mais voilà, c'est comme ça, j'aime bien être seule. Mais là, l'autrice est belge, l'autrice fait du théâtre, l'autrice est super sympa, ils en avaient parlé sur des émissions que j'aime beaucoup, et surtout, j'avais lu des extraits et entendu des extraits qui m'avaient vraiment beaucoup plu. Il s'agit de La vraie vie de Adeline... Oh là là, mon rhume. De Adeline Dieudonné, chez l'Iconoclaste. Et quelle claque! J'ai adoré ce livre, mais c'est absolument génial. Je comprends tout le succès qu'il a eu et ça m'énerve. Hein, J'ai envie d'être seule toujours à lire des livres, mais je suis tellement heureuse pour l'autrice que son livre ait un succès pareil. C'est déjà... Oh, l'écriture, mais j'ai adoré la manière dont c'est écrit, un côté un peu cynique comme ça, vous savez, j'aime ça. Un petit côté Myriam Leroy, j'en sais rien, mais ah, j'ai adoré. Cette histoire, c'est... De nouveau, je vous en avais parlé dans un point lecture, j'avais adoré le silence qu'il y avait autour de ce livre. Personne ne révélait qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette jeune fille et de son petit frère. Il se passe un truc qui va traumatiser le petit frère et personne n'en a parlé parmi les lecteurs et je trouve ça génial. Du coup, je vous en parle pas non plus, hein, forcément. Et il va se passer quelque chose dans la vie de ces gens. Et cette jeune fille, en fait, c'est une fille un peu surdouée, qui adore les sciences, qui va prendre des cours et c'est un personnage très attachant. Elle vit dans une situation familiale très pénible. Vraiment des personnages très, très forts. Et une mère. Moi, j'ai adoré la mère. C'est une amibe. J'ai adoré. J'ai adoré la manière dont Adeline Dieudonné en parle. C'est absolument génial. Et on a une fin. Et on a un passage d'une puissance que je trouve tellement terrible. Mais... oh là là. En 4e position, un autre coup de cœur qui a été vraiment une vraie surprise. C'est un livre qui m'a été envoyé par les éditions du Chat Noir. Il s'agit de La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. C'est un livre déjà magnifique, mais quand vous le voyez comme ça, vous vous attendez quand même à une romance, à une histoire un peu légère. Quand j'avais lu le livre, le résumé, j'avais vu que c'était plutôt asiatique, du coup j'avais trouvé ça très intéressant, ça change un peu de ce qu'on pouvait trouver au Chat Noir, c'est dans la collection Neko. Alors de quoi ça parle? Ça se passe au Japon. On va suivre le personnage de Julian qui pleure la mort de sa meilleure amie. Sa meilleure amie est décédée, il a un peu des trous de mémoire, il a de temps en temps des flashs où il se souvient de certaines choses, mais il se souvient plus trop dans quelles circonstances sa meilleure amie est morte. Le souci c'est qu'il était en plus amoureux de sa meilleure amie, donc son chagrin est encore plus grand. Il est ami avec la sœur de cette meilleure amie, avec le frère pardon de cette meilleure amie, et donc oui il va encore le fréquenter, mais il voit que ce frère n'a pas trop envie qu'il découvre les secrets sur la mort de cette fille. Et il va être aidé, parce qu'il va faire sa petite enquête bien sûr, il va être aidé par 2 de ses amis. Des amis un peu spéciales, notamment une fille très effacée comme ça, avec très spéciale. Alors ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est la plume. Mais dès le début, j'étais subjuguée, j'ai fait waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Il y a un côté très poétique, très métaphorique. Il y a un côté Mathias Malzieu à certains moments, des passages comme ça qui nous font penser à Mathias Malzieu. Le côté très poétique, c'est magnifique. Franchement, j'étais vraiment surprise. Non pas que la maison d'édition fasse un livre aussi beau. Non, mais je m'attendais tellement pas à trouver ça. Voilà. Je m'attendais pas à avoir cette histoire, cette plume. Voilà. Et en fait, dans ce livre, il y avait tout ce que j'aimais. Il y avait une plume merveilleuse. Il y avait de la poésie. Il y avait des personnages très touchants. Et il y avait un côté très sombre qu'on va découvrir au fur et à mesure, vraiment. Et un mystère, bien sûr, une enquête, un côté un peu intriguant. Donc tout ce que j'aime. Et vraiment, le côté sombre va parfois assez loin. Donc parfois, c'est un petit peu glauque. Mais
Ouais, j'ai adoré cette lecture, c'était ma grande surprise de l'année 2018. Je vous le conseille vivement. Il fait partie du pli 2019, quelque chose me dit que je vais voter pour celui-là en premier. Bon, voilà, il y en a 7, donc je vais d'office voter pour celui-là parce que je l'aime tellement ce livre. Et on va passer au top 3 de l'année 2018, toujours Isabelle. Vu le temps que prend le tournage de cette vidéo, on va vite passer en 2019, voire 2020. J'ai un top 3 cette année. De livres complètement différents. Le 3 n'a rien à voir avec le 2, ni rien à voir avec le premier, mais je trouve ça chouette, c'est un petit peu représentatif de mes lectures, de mes goûts lecture. Le troisième, en troisième position, c'est un livre jeunesse, que j'ai lu au tout début de l'année, c'est un des premiers livres. Il s'agit de Libérer l'ours en vous de Carole Trébor. Je vous en ai déjà parlé avec sa couverture, alors je ne sais pas où j'ai mis mon exemplaire, mon vrai exemplaire. Donc voilà, c'est les épreuves non corrigées. Voilà, j'ai les épreuves non corrigées, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon bel exemplaire. J'ai adoré ce livre, c'était magnifique. En fait, c'est un livre que j'avais pas prévu de lire à ce moment-là. J'étais dans mon fauteuil, encore dans mon ancien appartement, j'avais une pile de livres à ma droite. Je venais de recevoir un colis, je prends le livre, je feuillette, puis je lis 2-3 pages, et puis je lis 4-5 pages, et puis je lis 10 pages et 10 chapitres, et j'ai tout enchaîné d'un coup, et j'en ai un excellent souvenir. Parce que souvent, quand on dévore des livres, on n'en garde pas vraiment beaucoup de souvenirs, mais là, j'ai adoré. Donc on va suivre, je sais plus les noms, ça c'est pour le coup, je ne m'en souviens plus, on va suivre une petite troupe de théâtre. Ils sont tous fans de leur prof de théâtre, enfin, ils adorent ça, ils ont tous une raison d'adorer le théâtre, d'autres parce qu'ils ont envie d'être acteurs, enfin comédiens pour plus tard, d'autres réalisateurs et d'autres c'est vraiment pour leur plaisir. Et on va suivre cette troupe de théâtre, fans de leur prof, je crois que ça s'appelait Patricia, j'ai des flashs comme ça. Cette prof de théâtre un jour va tomber malade et va leur envoyer un mail en leur disant bah voilà, je suis malade mais on va avoir un remplaçant, vous allez avoir un remplaçant et j'aimerais que vous fassiez cette pièce de théâtre là. Et donc ils vont discuter entre eux et ils sont très tristes, ils ont envie de faire plaisir à cette femme et ils vont découvrir que cette femme, Patricia, elle a écrit une pièce de théâtre. Et ils vont décider de monter en secret la pièce de théâtre écrite par Patricia. Je vous en dis pas plus, on va suivre différents personnages qui sont liés d'une manière ou d'une autre à ce théâtre et qui sont liés entre eux et c'était très humain, c'était très beau. Il y avait beaucoup d'humour, il y avait beaucoup d'humanité dans ce livre, j'ai vraiment adoré ces personnages. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, le livre ressemble à ça mais plus dans le vert en fait. Voilà, il ressemble à ça, je crois que c'était une couleur un peu plus flash. C'est sorti début janvier 2018, je l'avais reçu un peu avant. En deuxième position, bon ce sera pas une grande surprise non plus, hein. Un livre de fantasy qui a été un vrai coup de cœur. Alors autant l'année dernière c'était Aeternia, autant cette année c'est Le Puits des Mémoires. Et particulièrement le tome 2 du Puits des Mémoires. Autant le premier tome j'ai bien aimé, mais je trouvais ça un petit peu lent. Parce qu'après avoir lu Aeternia, étant donné qu'Aeternia est une duologie, enfin un diptyque, et Puits des Mémoires est une trilogie, le rythme est plus lent dans une trilogie. Autant le premier tome, j'aimais bien, mais voilà, sans plus, on s'attache petit à petit au personnage. Mais le deuxième tome a été un vrai coup de cœur. On a des révélations, on a des situations qui m'ont fait mourir de rire, notamment avec un bêlement de mouton. Les personnages sont hyper attachants. Le coup de cœur, c'est le tome 2, mais c'est toute la saga forcément, puisqu'il y a le tome 3 qui est absolument génial aussi. Pour moi, cette saga, ça a été vraiment une vraie merveille. J'ai adoré cette manière que Gabriel Katz a d'écrire comme un scénario de série, mais vraiment... et on s'attache au personnage, vraiment... moi, j'adore Olen, j'adore ce personnage d'Olen, il me fait trop rire. J'adore ce personnage, je peux pas vous en parler beaucoup plus, je vous en ai déjà beaucoup parlé cette année, l'année dernière. Donc voilà, c'est un univers, ce sont des personnages ici. Dans cette saga, ce sont 3 personnages qui se réveillent dans un tombeau, et enfin dans un cercueil. Chacun ils se réveillent, ils sortent de leur cercueil, ils ont complètement oublié leur identité. Du coup ils vont se donner un prénom à chacun et ils vont se rendre compte qu'ils ont certaines habilités. Il y en a un qui est très doué pour lancer le couteau, il y en a un qui semblerait a des pouvoirs magiques, et l'autre je sais plus trop ce qu'il a, il est fort ou je sais plus quoi. Mais en tout cas, ils essayent de retrouver leur identité et ils se rendent compte qu'ils sont aussi pourchassés par d'autres gens. Et donc ils vont faire beaucoup de voyages où ils vont rentrer dans l'armée de l'un ou de l'autre. Voilà, ils vont beaucoup voyager, ils vont apprendre à se connaître, ils vont s'installer dans des villages puis devoir repartir. Ils vont s'attacher à d'autres personnages. C'est très beau. Cette relation qu'il y a entre ces 3 personnages, il y a énormément d'humour. Moi je suis
bidonné. Je crois que dans les livres qui m'ont fait le plus rire, je pense que c'est ce deuxième tome de Buts et Mémoires. J'ai adoré, c'est super. Le livre préféré de l'année 2018 pour moi, ça a été Elena de Jérémy Fell. Ça a été une rencontre avec cet auteur absolument génial parce que c'était vraiment tout ce que j'aime. Un livre noir, un livre sombre, mais avec des personnages très approfondis. Dans Elena, on rencontre 3 personnages. On a cette jeune femme, Hailey, qui vient de rompre avec son petit ami et qui décide de partir chez sa tante. Et sauf qu'elle a un souci avec sa voiture et elle va devoir s'incruster dans une petite famille qui l'accueille. On lui dit voilà, Hailey, tu es la bienvenue en attendant de réparer ta voiture. Sauf qu'il va se passer quelque chose dans cette famille de pas très rigolo, qui va tout chambouler, qui va transformer toute l'histoire. Et je vous avoue qu'au début j'étais là, mais j'étais à la page 250, il s'était toujours rien passé. Et il se passe quelque chose, mais vraiment quand même au tiers du livre. Et c'est là que tu dis, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Ça se passe dans une maison dont on a déjà entendu parler dans un autre de ses livres. Le livre, il dure quoi? Il dure 707 pages. 707 pages. Et à la fin, tu te dis, mais j'en veux encore. Et c'est vraiment ça que j'ai eu avec ce livre. J'en voulais encore. J'étais là, mais je veux encore des personnages. Et tu mets un temps fou avant de comprendre pourquoi est-ce que ça s'appelle Elena. T'es là, mais pourquoi? Bon, moi j'avais un petit doute, mais voilà, j'ai trouvé ça original aussi que le titre du livre. Vraiment, ça c'est une grosse claque parce que l'auteur prend son temps pour développer ses personnages. Il a vraiment cette faculté à te mettre dans des ambiances très très sombres, très vite, ça dégénérait très vite. Et oui, c'est très dur. Et visiblement, d'après une interview, il a écrit ces 2 livres plus ou moins en même temps. Et donc moi j'ai découvert un peu plus tard Les loups à leur porte qui est sorti avant en fait. Et j'ai complètement adoré aussi, on va rencontrer des mêmes lieux, la même maison notamment. Et l'histoire est complètement différente mais on a ce côté génial de Jérémy Fell, c'est de nouveau ces personnages. Alors dans ce livre là, Les loups à leur porte, je le mets en même temps parce que c'est le même auteur, c'est un auteur que j'ai découvert cette année. Chaque chapitre c'est un autre personnage qui vit une autre histoire. On a notamment un monsieur qui va kidnapper un enfant parce qu'il voit que cet enfant est maltraité. On a plusieurs histoires parallèles et chaque histoire, chaque chapitre est une autre histoire complètement différente, mais parfois il y a des liens entre elles. Et à chaque fois tu as un autre personnage, mais à chaque fois tu t'attaches à fond à ce personnage parce qu'il est divinement décrit, bien décrit, pas des grandes phrases chiantes, non, vraiment bien décrit. Et l'auteur visiblement c'est ce qu'il aime, c'est d'écrire ses personnages et tu le sens enfin tout de suite. C'est quelque chose de génial. Donc voilà, 2 coups de cœur, mais surtout Elena, pour le coup c'était ma découverte de l'auteur, donc vraiment j'ai adoré. Donc voilà pour cette année 2018, j'espère que vous avez aussi fait de belles découvertes. C'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera je ne sais pas quoi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!